Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Toi, tu as récemment du coup décroché un CDI chez PwC. Je voulais un peu échanger avec toi pour montrer un peu à tous le parcours que tu as et comment tu as fait pour réussir à décrocher justement ton contrat. Ce qui a été la clé pour moi, ça a été de faire un CV et une lettre de motivation qui pouvait s'adapter à un maximum d'offres d'auditeurs juniors. Il manquait plus qu'à juste changer le nom du cabinet, le nom du destinataire. Et en fait, du coup, le reste, en fait, s'adaptait très bien à l'offre. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir une lettre de motivation, par exemple, qui était très personnalisée. Et en fait, à chaque fois, je passais mon temps à repartir me renseigner et après rechanger ma lettre de motivation. Alors que là, maintenant, avec le support que tu m'avais aussi envoyé, j'ai pu m'assurer que ma lettre de motivation pouvait correspondre à tout type de candidature, ce qui fait que par la suite, il suffisait de minutes. Une fois qu'après on met en place les alertes emploi sur des plateformes bien sélectionnées, je pense qu'il n'y a pas besoin de postuler sur toutes les plateformes parce qu'en fait c'est souvent les mêmes. Il faut directement aller sur le site des recruteurs, à mon avis, regarder le site carrière, leur onglet carrière. Sur LinkedIn, ce que je faisais aussi, c'était que je m'abonnais aux pages, au profil du coup des cabinets, parce que souvent dans leur actualité, des nouveaux postes qui s'ouvraient, et bien du coup par rapport à mon CV, par rapport à ma lettre de motivation, ça mettait vraiment quelques minutes pour envoyer la candidature. Donc finalement après ça s'est intégré naturellement dans mon quotidien. Moi, je vois un peu ça comme une stratégie d'entonnoir, où au début, on va essayer de faire du volume, on va candidater un peu à la chaîne à plein d'offres, et plus on avance dans le process de recrutement, et plus on sera qualitatif, et plus on passera du temps pour ces candidatures. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas efficace de passer 40 minutes pour une seule offre, alors qu'on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir aller dans la suite du process de recrutement. Ouais. Comme tu le disais, ce qui fait ça dans les grands cabinets, c'est qu'ils ont presque 300 000 candidatures par an pour environ 2500 personnes qu'ils embauchent. Et du coup, ils ont des bots qui classent automatiquement les CV pour refuser et accepter. Donc, quand on n'a pas des expériences target ou une école target, c'est encore pire, puisque parfois on passe à côté des offres alors qu'on sait qu'on peut y arriver. Donc. Oui. Surtout, je sais pas si... je sais pas si ça a été ton cas, mais quand on cherche des conseils un peu partout sur le net sur comment faire une bonne candidature, il y avait un temps où on t'expliquait que c'était important de faire de la qualité, de faire de la qualité au niveau de ta lettre. What? Bro, what are you talking about, man? Quand tu es censé envoyer des dizaines et des dizaines de lettres, tu peux être démotivé, tu peux pas trouver le temps. Et quand j'ai écouté tes conseils, j'ai réalisé ce qui est dit et puis vraiment la réalité quoi de la candidature. Du coup, comme tu as dit, les robots qui analysent le CV. Enfin, il y a quand même une dimension, j'allais dire, automatisée qui est là et qu'il faut prendre en compte et qu'il faut optimiser aussi quoi. Et pour te dire, dans mon école de commerce, il y avait un truc qui était marrant, c'était une stratégie qui circulait. Moi, franchement, j'étais pas fan, mais en gros, ça consistait à mettre des noms d'écoles ou des noms de grands cabinets en blanc, sur fond blanc sur ton CV. Donc, en gros, ce sera invisible à l'œil nu, mais par contre, aussi un bot qui passe et reconnaîtra les caractères, tu vois. C'était à ce point-là. Je te dis que à l'époque, il y avait des scènes où je me souviens très bien, où je passais vraiment beaucoup de temps pour un cabinet en particulier à tout personnaliser. Pour des participants de province. Et littéralement, 2-3 heures après, je recevais un message automatique en me disant que j'étais pas exact. pris, mais oui, c'est ça. C'est très frustrant. C'est ça, en fait, c'est quand tu te rends compte que tu reçois un message de refus. Moi, ça a été mon cas à 3 heures du matin. Je me suis dit, ok, donc en fait, il y a personne qui a vu le CV, quoi. Après, ce que je faisais dans un deuxième temps, ça a été vraiment après.
C'est appliquer dans un deuxième temps la méthode que tu expliques dans ta formation sur contacter en plus les personnes qui sont directement liées au processus de recrutement. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on postule j'allais dire dans la semaine, je devais postuler peut-être en moyenne à 10 offres. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois ça peut ne pas être suffisant. Et c'est bien d'aller directement par mail. Ce que je faisais, c'est que du coup, effectivement, je postulais. Et après, je prenais une matinée. Donc, généralement, une matinée, j'allais dire 2 heures, dans la matinée en week-end, pour cibler, chercher les adresses mail des recruteurs. Et ensuite, leur envoyer, en fait, mon CV avec une rapide introduction, présentation de mon profil et pourquoi je postule. Je sais aussi que tu as pris le réflexe de contacter comme tu le disais, des pros qui travaillent dans des cabinets avant de passer les entretiens. Oui. Comment tu faisais pour les contacter et qu'est-ce que ça donnait en entretien téléphonique? Quel genre d'infos tu as pu avoir que tu n'aurais pas eu autrement? J'ai ciblé les personnes qui travaillaient à Price Bordeaux. Okay. Dans le centre où je vais travailler. Et du coup, j'ai eu des retours assez rapidement. En l'espace de 2 jours, j'ai pu avoir un échange avec 3 personnes. Ça m'a permis d'avoir des informations notamment sur les logiciels d'utiliser, d'avoir une information sur les business units. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit que en fait ils vont te faire passer un test d'anglais. C'est pas rédhibitoire, c'est par exemple c'est notamment pour jauger ton niveau pour savoir s'ils vont te mettre sur la business unit des États-Unis. Pour voir si tu vas faire de l'audit, si tu vas pouvoir faire de l'audit en anglais en gros. Ouais, ok. Et par exemple là où quelqu'un d'autre ne m'a pas parlé de ça, mais par contre elle m'a dit souvent ce qu'ils font en entretien, c'est que ils vont évaluer tes compétences de base, tes connaissances de base en comptabilité, et qu'ils vont ils vont te poser des questions pour vérifier tes connaissances en comptabilité. Donc je te conseillerais de connaître, de savoir définir ce qu'est une balance AG, parce que moi c'est ce qu'on m'a posé par exemple. Ouais. Une balance générale par exemple. Du coup je me dis, si j'avais pas contacté ces personnes, j'aurais pu passer à côté de l'entretien. Pour finir, je voulais te demander, parfois on a peur de payer une formation sur Internet, on se demande si c'est pas une arnaque, si ça va valoir le coup. Tu vois, est-ce que tu as eu peur de ça avant de payer la formation que j'ai contre Fame et si oui, qu'est-ce qui t'a convaincu que finalement ça valait du coup? Le fait que tu aies un contenu déjà accessible aide beaucoup en fait. On a un aperçu parce que du coup, je trouvais quand même que pour un contenu qui était accessible et gratuit, tu délivrais du contenu qualitatif, des informations qualitatives. Donc, quand quelqu'un propose une formation et que dans ses contenus gratuits, je sens qu'il y a de l'information qualitative, en fait, moi, c'est ce qui me convainc après de prendre, de souscrire à une formation et de payer la formation, parce que je me dis, si elle est capable de faire de l'information qualitative juste avec quelque chose qu'elle donne gratuitement, alors je suis certaine que le rendement sera très bon quand je vais souscrire à sa formation.